Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de ce cours, dans lequel on va voir l'analyse de l'ESG. Donc on va essayer de faire une petite présentation générale. Par la suite, on va présenter les soldes de cet état. Par la suite, la CAF. Et on va terminer avec un exemple chiffré. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'état de solde de gestion est là des états de synthèse au même titre que le bilan, le CPC, le tableau de financement et l'éthique. Cet état de synthèse est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions dirhams. Elle est composée de deux tableaux. Le premier tableau appelé tableau de formation de résultats, qui décrit autrement la formation de résultats. Le résultat qu'on retrouve dans le CPC, c'est le même, mais présenté autrement comme on va le voir tout à l'heure. Et le deuxième tableau qui nous permet de calculer un indicateur important qu'on appelle la capacité d'autofinancement, ou bien, comme on l'appelle brièvement, par la CAF. Alors le tableau de formation de résultats ressemble à ce que vous voyez là. Alors en rouge, j'ai mis les soldes, c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'état de solde. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les soldes qui sont contenus dans le tableau de formation de résultats et donc contenus dans l'état de solde et de gestion. Vous avez la marge brute, la production d'exercice, la consommation d'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat non courant et le résultat net de l'exercice. Et vous voyez, et comme vous pouvez le voir ici, à ce niveau, on croise le même résultat qu'on a au niveau du CPC. Alors tout à l'heure, je vais revenir sur chacun de ces soldes afin de l'expliquer. Le deuxième tableau, il est appelé le tableau de la capacité d'autofinancement. Comme vous pouvez le voir, on commence par le résultat net de l'exercice. On introduit un certain nombre de modifications, plus et moins, que je vais expliciter tout à l'heure, pour obtenir cette CAF. Là aussi, je vais revenir tout à l'heure à chacune de ces éléments. Alors, commençons par le tableau de formation de résultats et commençons avec le premier solde appelé la marge brute sur vente en l'état. Alors, il s'agit tout simplement d'un solde qui nous permet de calculer l'excédent des ventes de marchandises sur les achats revendus de marchandises. Si vous faites attention, vous allez facilement comprendre qu'il s'agit d'un indicateur qui est dédié uniquement à l'activité commerciale de l'entreprise, puisqu'il s'agit de calculer la différence des ventes de marchandises en l'état, c'est-à-dire sans transformation, moins bien sûr le coût d'achat de ces marchandises. Alors, le calcul de la marge brute sur vente en l'état est donné dans le tableau suivant avec le détail de chaque composante ou bien de chaque compte. Alors, je vous recommande vivement de suivre cette partie du cours avec, bien sûr, le plan comptable afin de comprendre chaque élément. Alors, si on commence par les ventes de marchandises, ils sont constitués des ventes de marchandises au niveau du Maroc, mais aussi les ventes réalisées à l'étranger, moins les rabais, remises, ristournes accordées par l'entreprise. Ces ventes, par la suite, on leur retranche les achats revendus de marchandises qui sont également constitués des achats de marchandises, de la variation de stock, mais également des rabais remises obtenus. La différence entre les deux vous donne ce qu'on appelle la marge brute. Donc, une autre fois, la marge brute sur vente en l'état est un indicateur qui est important pour les entreprises commerciales ou bien pour une entreprise qui a une partie commerciale, parce que comme vous savez, une entreprise peut avoir deux activités, une activité commerciale et une activité de production. Le deuxième solde est appelé production de l'exercice. Elle est constituée des ventes de biens et services produits
de la variation de stock et aussi d'un autre compte qu'on appelle immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Ce sont tout simplement les ventes de biens produits par l'entreprise ou bien des services produits par cette dernière. Donc c'est un indicateur qui est utilisé pour l'activité industrielle ou bien l'activité de transformation, que ce soit pour les biens ou bien les services. Alors, cette production de l'exercice représente quand même une certaine limite. Pourquoi? Parce que les ventes de biens et services sont évaluées par le prix de vente. Alors que la variation des stocks de produits et les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même sont valorisées par leur coût de production. Donc ça pose un petit problème ici au niveau de l'homogénéité de cette, ou bien de ce solde qui est la production de l'exercice. Alors une dernière chose par rapport à cette production, c'est que ce compte-là veut dire, ou bien exprime tout simplement les opérations effectuées par l'entreprise en termes de production, mais cette production elle sera consommée par l'entreprise elle-même. Un exemple, une entreprise immobilière, c'est-à-dire qui fait de la construction, va construire son siège social. Donc, le siège, ou bien cette construction, va être considérée comme une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Alors, le troisième solde de cette série est la consommation de l'exercice. Alors, cette consommation, ou bien ce solde, il est consommé des achats de matières et fournitures, c'est-à-dire le poste 612, et aussi le poste 613-614, qui correspond aux autres charges externes. Les deux forment ce solde-là qu'on appelle la consommation de l'exercice. Le quatrième solde est celui de la valeur ajoutée. C'est un indicateur qui est très important et qui mesure la contribution de l'entreprise à l'économie. Et d'ailleurs, ce terme-là de la valeur ajoutée, elle est très utilisée par les économistes dans le cadre de ce qu'on appelle le PIB. Comme vous savez, dans le cours de l'économie, le PIB est égal tout simplement au sigma des valeurs ajoutées. Et bien sûr, ces valeurs ajoutées représentent l'agrégation des acteurs économiques. Et parmi ces acteurs économiques, on retrouve l'entreprise. Les économistes, quand ils veulent calculer la valeur ajoutée, elles mettent la production moins la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la production du pays, de l'ensemble des acteurs économiques, moins la consommation de ces acteurs, ce qu'ils appellent la consommation intermédiaire. Alors pour la valeur ajoutée calculée pour l'entreprise, on prend le même sens, c'est-à-dire on va prendre la production de l'exercice moins la consommation intermédiaire ou bien la consommation de l'exercice plus cette valeur ajoutée ou bien cette marge dégagée sur l'activité commerciale qui représente également une valeur ajoutée. Et vous obtenez, si vous voulez, cette formule. Donc la valeur ajoutée, c'est tout simplement la marge brute sur vente en état plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice qui contient, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les achats de matières et fournitures, le poste 612, et aussi les autres charges externes 613, 614. Alors le cinquième solde est appelé l'excédent brut d'exploitation, les BE, ou bien dans le cas où il s'agit d'un solde négatif, on l'appelle l'insuffisance brute d'exploitation, les BE. Alors ce solde représente le résultat qui provient du cycle d'exploitation de l'entreprise. Il s'agit ici d'un premier indicateur de rentabilité qui mesure
la performance de l'activité de l'entreprise. Mais cette performance, elle est prise indépendamment, c'est-à-dire sans la prise en considération des choix de financement, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a fait recours à l'endettement ou non, et aussi sans prendre en considération les choix d'investissement qui sont bien sûr traduits sous forme d'amortissement. Et ça, on le voit dans la formule suivante. L'excédent brut d'exploitation ne contient pas les dotations et les amortissements. Alors, pour calculer l'excédent brut d'exploitation, on prend les subventions d'exploitation, ces subventions qui proviennent généralement de l'État comme un complément du chiffre d'affaires. Alors, je vous ai, je pense, déjà donné l'exemple des entreprises qui effectuent des ventes des bouteilles de gaz. Ces bouteilles de gaz, elles sont facturées pour le client à peu près à 40 dirhams, mais le coût ou bien leur prix de vente est à peu près de 120. Donc cette différence, elle est payée par l'État aux entreprises sous forme de ce qu'on appelle une subvention d'exploitation. Donc c'est un complément, si vous voulez, de leur chiffre d'affaires. Alors l'excédent brut d'exploitation, comme nous venons de le préciser, est un indicateur de performance d'exploitation de l'entreprise, mais bien sûr sans la prise en considération des choix de financement et aussi d'investissement. Alors, pour calculer l'excédent brut d'exploitation, il faut prendre tout simplement les subventions d'exploitation que je viens d'expliquer, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel. La formule est reprise ici en détail avec les postes. Donc, l'excédent brut d'exploitation se base sur la valeur ajoutée que vous avez calculée ici. Vous y ajoutez les subventions d'exploitation, le poste 716, et on déduit de ces montants le poste 616, impôts et taxes, et celui des charges du personnel, 617, et on obtient cet excédent brut d'exploitation. Le sixième solde, c'est un solde que vous connaissez très très bien, c'est tout simplement le résultat de l'exploitation. Alors le résultat d'exploitation figure également au niveau du CPC. Je vous rappelle que dans le CPC, on le calcule comme une différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Mais au niveau de l'ESG, on commence par le dernier solde calculé, à savoir l'excédent brut d'exploitation. À ce solde-là, on ajoute les autres produits d'exploitation qui sont dans le poste 718. On retranche les autres charges d'exploitation qui existent dans le poste 618. On rajoute les reprises d'exploitation et les transferts de charges qui existent dans le 719 et on diminue les dotations d'exploitation. La formule est reprise ici dans ce tableau avec les éléments de plus à part et les éléments de moins à part et on obtient le résultat d'exploitation. Et là, ou bien cette manière de calculer le résultat d'exploitation vous montre également pourquoi tout à l'heure on a dit que l'excédent brut d'exploitation est calculé indépendamment de la politique d'investissement. Parce que les dotations d'exploitation sont prises en considération après le calcul de l'excédent brut d'exploitation et non pas avant. Donc c'est pourquoi on a dit que l'excédent brut d'exploitation est calculé sans la prise en considération des amortissements ou bien de la politique
d'investissement. Pourquoi je dis investissement dotation? Parce que vous savez, les investissements ils sont dans la classe 2 et quand on applique l'amortissement, on obtient ce qu'on appelle les dotations. Donc les dotations d'exploitation reflètent en quelque sorte la politique d'investissement de l'entreprise. Alors le 7e solde, c'est un autre résultat que vous connaissez très très bien, c'est le résultat financier. Alors le résultat financier, c'est le même qui figure au niveau du CPC et qu'on obtient facilement en faisant la différence entre les produits financiers et les charges financières. Le 8e solde est un solde que vous connaissez très très bien, c'est le résultat courant. Comme vous savez, le résultat courant est calculé à partir du CPC en ajoutant au résultat d'exploitation le résultat financier. Le 9e solde est le résultat non courant, qui est dégagé également en mettant en différence les produits non courants et les charges non courantes. Le dernier solde, c'est tout simplement le résultat net de l'exercice qui est calculé en mettant en différence le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat. Le deuxième tableau de l'ESG est appelé tableau de la CAF. Selon le plan comptable marocain, la CAF, ou bien la capacité d'autofinancement, est une ressource de financement générée par l'activité de l'entreprise avant toute affectation du résultat net. Il s'agit ici tout simplement d'une ressource qui est dégagée par l'activité de l'entreprise. Mais, comme le précise la définition, avant toute affectation de résultat. C'est-à-dire avant la distribution de résultats qui tout simplement prend généralement la forme d'une distribution de dividendes. Autrement dit, la CAF représente les ressources dégagées par l'activité de l'entreprise et que celle-ci peut consacrer à l'investissement. Le tableau que vous voyez à droite illustre la façon avec laquelle on calcule la CAF. Alors la CAF, elle est composée principalement par le résultat net de l'exercice. C'est l'élément fondamental de la CAF. C'est la base de calcul de la CAF. Autrement dit, quand on pense à la capacité d'autofinancement, il faut tout simplement penser au résultat dégagé par l'activité de l'entreprise. Parce que tout simplement ce résultat met en évidence l'effort, la performance de l'entreprise. Et donc cette performance, elle est propre à l'entreprise. C'est une ressource générée par l'activité de l'entreprise. Alors, à ce résultat, on ajoute un certain nombre d'éléments, que vous pouvez le voir sur le tableau, les dotations d'exploitation, les dotations financières, les dotations non courantes, et on retranche un certain nombre d'éléments, les reprises d'exploitation, les reprises financières et les reprises non courantes. Alors c'est facile de retenir si vous voulez ces 7 éléments parce que là vous avez les dotations et là vous avez leurs reprises. Alors il faut signaler par rapport à ces références 1 et 2 et aussi 3 que le plan comptable exclut les dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. C'est-à-dire que les dotations et les reprises qu'on prend en considération pour le calcul de la CAF se limitent uniquement aux éléments durables. C'est-à-dire qu'on doit exclure les autres éléments circulants. Et c'est ce qui est montré ici dans le plan comptable. Autrement dit, on ne prend en considération pour le calcul de la CAF que les dotations qui portent sur les éléments durables, à savoir l'actif immobilisé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont amortissables et donc touchés par les dotations d'amortissement et aussi des provisions, et aussi au niveau du financement permanent, parce que là également, nous avons des provisions, comme vous pouvez le voir,
au niveau de la rubrique 15, les provisions pour risques et charges, et nous avons également d'autres dotations comme les dotations pour les provisions réglementées, voire la rubrique 13. La même chose pour les reprises qui ne concernent que les éléments durables également. Et ça, vous devez le prendre en considération et le souligner. Alors, en plus des dotations et des reprises, on doit retrancher de la CAF les produits de cession et on doit ajouter les valeurs ou bien la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Et donc, on doit annuler aussi les opérations de cession. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, les éléments relatifs aux cessions, que ce soit ici les produits ou bien leur valeur nette d'amortissement, sont des opérations de nature exceptionnelle. Donc il faut l'exclure pour calculer cette capacité d'autofinancement. Alors, une dernière chose par rapport à la CAF, qui est très importante, c'est ces signes de plus et de moins. Alors, pour calculer la CAF, on prend le résultat et on ajoute les dotations. On ajoute les dotations. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'ajouter les dotations? Alors, je vous laisse quand même réfléchir également sur ce point pour un petit moment. En fait, pour calculer la CAF, même si ici on met le plus, c'est-à-dire on ajoute les dotations, il faut rappeler que ces dotations existent déjà dans le résultat net de l'exercice, qui est calculé comme étant la différence entre les produits et les charges. Les dotations, elles sont ici, parmi les charges. Et donc, ils ont ici un signe moins. Quand vous faites plus les dotations, alors que vous avez déjà ici moins les dotations, donc moins plus, donc en fait, vous êtes en train de neutraliser l'effet de dotation sur le résultat, et non pas en train d'ajouter. Donc ce plus-là, il faut le comprendre dans ce sens-là. C'est-à-dire, on n'ajoute pas, à vrai dire, mais ce qu'on fait, c'est tout simplement d'annuler l'effet de ces dotations sur le résultat, parce que déjà dans le résultat, nous avons les dotations ici, moins les dotations, plus les dotations, et donc on est en train d'annuler ou bien de neutraliser l'effet des dotations, que ce soit d'exploitation financière ou non courante. Alors pourquoi on neutralise l'effet des dotations? Parce que tout simplement, les dotations, que ce soit aux amortissements ou bien aux provisions, sont ce qu'on appelle des charges non décaissables. Qu'est-ce que ça veut dire une charge non décaissable? Alors, dans les CPC, et précisément dans les charges, il y a deux types de charges. Il y a les charges qui sont décaissables, et il y a des charges qui ne sont pas décaissables, ou bien qui sont non décaissables. Alors, je vais vous donner un exemple de la première catégorie et un exemple de la deuxième catégorie pour que vous compreniez la logique. Prenons le cas d'une charge décaissable. Les achats de matières premières ou bien les achats de matières et fournitures. Quand l'entreprise achète les matières premières, elle enregistre une charge dans la classe 6 en contrepartie d'un fournisseur. À l'échéance, l'entreprise doit payer cette charge au fournisseur, c'est-à-dire elle doit la décaisser. Elle doit la décaisser et elle doit la payer au fournisseur. Donc, c'est une charge décaissable. Par contre, lorsqu'on parle des dotations, par exemple, d'amortissement, dotation d'exploitation aux amortissements, quand l'entreprise enregistre ces dotations, est-ce qu'il va y arriver à un moment donné où l'entreprise va payer ces dotations à quelqu'un? La réponse, bien évidemment, est non. Et donc, les dotations représentent des charges qui ne sont pas décaissables. C'est-à-dire, on ne va pas
les payer à quelqu'un. Et donc, on les utilise uniquement pour calculer les impôts, comme vous avez vu en fiscalité, parce que ce sont des charges qui sont déductibles fiscalement. Et donc, puisque ce sont des charges non décaissables, il faut les neutraliser de résultat de l'exercice. C'est pourquoi on met ici le plus. Sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons déjà ces dotations enregistrées en moins. Donc moins, plus, et on neutralise l'effet de ces charges. La même chose pour les reprises, mais les reprises sont enregistrées dans les produits. Et là également, dans la classe 7, on distingue entre les produits qui sont encaissables et les produits qui ne sont pas encaissables. Un exemple des produits encaissables, c'est lorsque l'entreprise réalise une vente de marchandises. Donc automatiquement, il crédite la classe 7, vente de marchandises, et en contrepartie, elle met par exemple, elle met le client. À un moment donné, c'est-à-dire à l'échéance, le client va payer l'entreprise et donc c'est un encaissement. Donc cette vente qui était à l'origine, c'est-à-dire vente de marchandises, est une vente qui est encaissable. Par contre, lorsque l'entreprise enregistre des reprises, même si vous allez les enregistrer dans la classe 7 comme étant des produits, mais personne ne va venir et va vous donner l'argent, l'équivalent de ces reprises. Et donc, ce sont tout simplement des produits qui sont calculés et qu'on va pas encaisser. Donc, ce sont des produits qui sont non encaissables. Là également, pour les produits qui sont déjà enregistrés ici avec un plus. Et pour calculer la CAF, on prend le résultat, sachant qu'ils sont ici, et on retranche les reprises. Donc vous avez plus les reprises ici, moins les reprises, donc vous êtes en train de neutraliser l'effet de reprise du résultat. C'est comme si nous sommes en train de faire le nettoyage du résultat à la fois des charges non décaissables et aussi des produits qui sont non décaissables. Ce nettoyage est élargi également aux éléments exceptionnels, c'est-à-dire les éléments de cession, mais les éléments non courants. C'est pourquoi, également ici, on déduit le produit de cession, sachant que les produits de cession, ils sont là en plus. Avec le signe plus, les produits de cession, ils sont là. Et donc, quand vous faites moins, donc vous annulez leur effet. La même chose pour les valeurs nettes d'amortissement. Ce sont des charges qui sont comptabilisées ici, mais quand vous faites le plus, vous annulez leur effet afin d'avoir une capacité d'autofinancement qui est propre, à la fois de tous ces éléments qui sont non encaissables et aussi les éléments non décaissables et aussi les éléments exceptionnels. Et donc vous allez obtenir ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Alors la dernière étape et le dernier élément de la CAF, c'est de calculer l'autofinancement. Alors l'autofinancement, il est calculé à partir de la CAF en tout simplement retranchant la partie distribuée du bénéfice ou bien du résultat sous forme de bénéfice. Maintenant, on va essayer de voir l'ensemble des éléments que nous avons vus par rapport à l'ESG dans un exemple illustratif. Donc on va considérer les informations suivantes pour l'exercice 2019. Donc vous avez les achats consommés de matières premières et d'autres éléments, les impôts, etc. Et là vous avez aussi des informations complémentaires concernant les dotations d'exploitation et avec une petite remarque ici, comme quoi l'entreprise a distribué un montant de 70 000 dirhams de dividendes au titre de l'exercice 2018. Alors, c'est une remarque qu'il faudra expliquer. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'exercice précédent. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas distribuer pendant l'exercice 2019 le résultat de 2019. Donc, ce qu'on peut distribuer en 2019, c'est le résultat de l'exercice
précédent, c'est-à-dire l'exercice 2018. C'est pourquoi vous avez ici l'exercice 2018. Donc ce n'est pas une erreur. Attention, ce n'est pas une erreur. Alors le travail demandé, c'est de présenter le SG de l'exercice 2019, c'est-à-dire à la fois le tableau de formation de résultats et aussi le tableau de la CAF. Alors vous avez ici la correction. Ce que je vais essayer, c'est juste de vous montrer comment on a obtenu chaque élément. Donc ça, c'est l'ESG. Alors vous avez le premier solde à calculer, c'est la marge brute sur vente en l'état. Alors vous allez lire attentivement ces éléments et vous allez découvrir qu'il n'y a aucun élément qui correspond soit aux ventes de marchandises ou bien aux achats ou vendus de marchandises. Et donc on n'a pas de marge ici pour cette entreprise. On peut comprendre une chose à partir de l'ESG, c'est que cette entreprise est une entreprise industrielle et n'a pas d'activité commerciale. C'est une information qui saute aux yeux parce que l'entreprise n'a pas de marge sur vente en l'état. Attention, c'est pas vente à l'état en l'état. C'est-à-dire vente en l'état, ça veut dire vente sans transformation. Parce que la transformation, c'est une activité de production. Alors vous avez ici le deuxième solde, à savoir le solde de la production de l'exercice. Le solde de la production de l'exercice est constitué, comme nous avons vu dans le cours, des ventes de biens et services produits et aussi des variations de stock ainsi que les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc on va essayer de chercher ici. On va retrouver les ventes de biens et services qui sont ici et également les variations de stock des produits finis qui sont ici. Alors, en faisant la somme, on se retrouve avec ce montant pour la production de l'exercice. Alors, concernant la consommation de l'exercice, elle est constituée par les achats consommés de matières et fournitures et les autres charges externes. Ces montants également existent ici. Voilà le premier montant et les autres charges externes sont ici. Alors, grâce aux éléments précédents, on peut calculer la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui est égale à la marge brute plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Donc, c'est 0 plus 21 834 200 moins la consommation de l'exercice. Et donc, on obtient une valeur ajoutée de 6 445 720. À cette valeur, on doit ajouter les subventions d'exploitation qui n'existent pas. Et on doit retrancher les impôts et taxes qui sont d'un montant de 305 640 qui est également ici, impôts et taxes. Et on doit également retrancher les charges du personnel qui est ici. Le résultat est tout simplement l'excédent brut d'exploitation. Et nous avons dit que l'excédent brut d'exploitation est le premier résultat dégagé par l'entreprise de l'exploitation, mais sans la prise en considération de la politique de financement, c'est-à-dire sans la prise en considération des éléments financiers qui sont ici en bas, ou bien la politique d'investissement qui se traduisent par les dotations qui sont également en bas ici. Et donc, ce solde-là, il est de 1 500 880. Alors, la suite, c'est le calcul du résultat d'exploitation, qui est égal tout simplement à l'excédent brut d'exploitation, plus les autres produits d'exploitation qui n'existent pas ici, pour cette entreprise, moins les autres charges d'exploitation qui sont ici. Voilà les charges d'exploitation.
plus les reprises d'exploitation qui sont ici en bas, moins les dotations d'exploitation qui sont également ici. Les dotations d'exploitation. Alors le résultat est un résultat d'exploitation ici qui est de 618 520. Alors le résultat financier nécessite, comme nous avons dit dans les explications, d'avoir des produits financiers et des charges financières. Vous pouvez vérifier ici, il n'y a aucun élément se rapportant à ces deux éléments pour calculer le résultat financier, et donc on n'a pas de résultat financier pour cette entreprise. Alors le résultat courant, c'est tout simplement la somme du résultat d'exploitation et aussi le résultat financier, et puisqu'il n'y a pas de résultat financier, on a le même montant ici. Alors pour le résultat non courant, il nous faut des produits non courants moins les charges non courantes, comme je vous ai montré ici dans la formule. Donc on doit faire un petit calcul. Alors si vous cherchez ici dans les informations données par l'exercice, vous allez trouver qu'il existe bel et bien un produit non courant. Et ça, il s'agit tout simplement du produit de cession des immobilisations. Voilà, on le met ici. Alors concernant les charges non courantes, nous avons la valeur nette des immobilisations qui sont cédées et nous avons également des dotations qui sont non courantes. Et donc les deux représentent ce qu'on appelle ici les charges non courantes. Si vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec ce résultat non courant de moins 140 800 qu'on a reporté ici. Et puis, pour l'impôt, vous avez une information sur l'impôt sur le résultat ici. Alors, si vous faites la somme entre le résultat non courant et le résultat courant pour avoir le résultat avant impôt, et vous déduisez l'impôt sur les sociétés, vous allez vous retrouver avec un résultat net qui est égal à 379 520. Alors maintenant, on va passer au tableau du calcul de la CAF. Elle est dressée ici à gauche. Et nous avons en haut le résultat de l'exercice qui représente, comme on vient de voir, un bénéfice de 379 520. Alors, il faut ajouter à ce résultat les dotations d'exploitation, les dotations financières, les dotations non courantes, mais à l'exclusion de celles qui concernent l'actif circulant et la trésorerie, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou bien, on peut dire la même chose, en prenant en considération uniquement les dotations qui sont durables. Alors, pour déterminer ces dotations qui sont durables, que ce soit d'exploitation financière ou bien non courante, il faut voir les explications que vous avez ici. Alors, prenons le premier cas des dotations d'exploitation. Elles sont là. Voilà le montant global. Et vous avez ici une astérisque qui vous montre le détail. Vous avez le montant de la dotation aux amortissements. Donc, ça concerne les éléments durables, c'est-à-dire la classe 2. Donc, on va les retenir. Les dotations aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Selon le plan comptable, il faut les éliminer. Et donc, ils ne seront pas retenus. Là, pour la dernière partie de ces dotations, vous avez la dotation aux provisions durables pour risques et charges, c'est-à-dire le financement permanent. Et bien sûr, ces dotations, elles seront retenues selon le plan comptable. Donc, les deux éléments qui seront retenus au niveau des dotations d'exploitation sont uniquement ceux correspondant
aux éléments durables, à savoir ce premier montant et ce troisième. Donc, on va faire la somme des deux et on va obtenir le montant suivant de 751 530. Donc, vous pouvez par la suite revérifier. Alors, pour les dotations financières, elles n'existent pas parmi les données. Pour les dotations non courantes, si. Donc, nous avons ici les dotations non courantes, les dotations, et vous avez ici entre parenthèses, dotations durables en totalité. C'est-à-dire que l'ensemble de ces dotations sont, ou bien, portent sur des éléments qui sont durables. Donc, on va les prendre en entier. Alors, pour les reprises d'exploitation, vous avez ici des reprises d'exploitation, mais entre parenthèses, relatives aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Et selon le plan comptable, il ne faut pas retenir ces éléments. Vous avez sur le plan comptable à l'exclusion de ces éléments, donc on ne va pas les retenir. Il n'y a pas de reprise non courante non plus, et aussi pour les reprises financières. Alors concernant les produits cession, on a bel et bien un montant, le voilà, donc on va le transcrire ici, avec la valeur nette d'amortissement que nous avons également ici. Alors, si on fait ici les calculs sur ces éléments, on va obtenir une capacité d'autofinancement de 1 271 850. Bien sûr, cette capacité d'autofinancement va nous permettre de calculer l'autofinancement. Et nous avons ici une information qui nous dit qu'il y avait une distribution de dividendes d'un montant de 70 000. Et donc, vous allez obtenir l'autofinancement. Alors ainsi s'achève notre présentation et notre cours. J'espère que vous avez pu suivre l'essentiel. Sinon, je vous invite à réécouter à nouveau les vidéos. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez me contacter via ma boîte email ou bien sur le Messenger. Il n'y a aucun problème. Alors, un dernier conseil, essayez en lisant et en suivant ce cours de le retranscrire sur vos cahiers. Comme ça, vous allez mieux ancrer les informations qui sont contenues ici et bien sûr, vous allez avoir un prolongement de votre cours afin de le conserver durablement. Je vous souhaite bonne chance et aussi faites attention à vous-même, surtout dans cette période difficile, et à très bientôt, Inch'Allah.